Bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture chuchotée, c'est-à-dire une vidéo où je vous lis un extrait d'un livre 100% libre de droit au fur et à mesure en entier. J'ai déjà commencé depuis un moment à vous lire le livre qu'on va continuer aujourd'hui, c'est-à-dire Eugénie Grandet de Balzac. Vous pourrez trouver en barre d'infos, commentaires épinglés, le lien vers toutes les vidéos que j'ai faites sur celui-ci. Vous pourrez également trouver deux autres livres sur ma chaîne, si je vous dis pas de bêtises, Belle Amie et Hernani. Et je fais aussi des vidéos d'avis et de présentation de livres actuels que je ne lis donc pas en entier. Si ça vous tente, vous pourrez retrouver ça. On est page 136 et on va donc continuer notre lecture ensemble. L'amour lui expliquait l'éternité. Son cœur et l'évangile lui signalaient deux mondes à attendre. Elle se plongeait nuit et jour au sein de deux pensées infinies, qui pour elle peut-être n'en faisaient qu'une. Elle se retirait en elle-même, aimant et se croyant aimée. Depuis 7 ans, sa passion avait tout en veille. Ses trésors n'étaient pas les millions dont les revenus s'entassaient, mais le coffret de Charles, mais les 2 portraits suspendus à son lit, mais les bijoux rachetés à son père, étalés orgueilleusement sur une couche de ouate dans un tiroir du beuil, mais le thé de sa tante, duquel s'était servie sa mère, et que tous les jours elle prenait religieusement pour travailler à une broderie, ouvrage de Pénélope, entrepris seulement pour mettre à son doigt cet or plein de souvenirs. Il ne paraissait pas vraisemblable que mademoiselle Grandet voulût se marier durant son deuil. Sa piété vraie était connue. Aussi la famille Cruchot, dont la politique était sagement dirigée par le vieil abbé, se contenta-t-elle de cerner l'héritière en l'entourant des soins les plus affectueux. Chez elle, tous les soirs, la salle se remplissait d'une société composée des plus chauds et des plus dévoués cruchotins du pays, qui s'efforçaient de chanter les louanges de la maîtresse du logis sur tous les tons. Elle avait le médecin ordinaire de sa chambre, son grand aumônier, son chambellan, sa première dame d'autour, son premier ministre, son chancelier surtout, un chancelier qui voulait lui tout dire. L'héritière eût-elle désiré un porte-queue, on lui en aurait trouvé un. C'était une reine, et la plus habilement adulée de toutes les reines. La flatterie n'émane jamais des grandes âmes, elle est l'apanage des petits esprits, qui réussissent à se rapetisser encore pour mieux entrer dans la sphère vitale de la personne autour de laquelle ils gravitent. Prends ça dans les dents. La flatterie sous-entend un intérêt. Aussi, les personnes qui venaient meubler tous les soirs la salle de mademoiselle Grandet, nommée par elle mademoiselle de Froidfond, réussissaient-elles merveilleusement à l'accabler de louanges. Ce concert d'éloges, nouveau pour Eugénie, la fit d'abord rougir, mais insensiblement, et quelque grossiers que fussent les compliments, son oreille s'accoutuma si bien à entendre vanter sa beauté, que si quelque nouveau
venu lui trouver l'aide. Ce reproche lui aurait été beaucoup plus sensible alors que 8 ans auparavant. Puis elle finit par aimer des douceurs qu'elle mettait secrètement au pied de son idole. Elle s'habitua donc par degrés à se laisser traiter en souveraine et à voir sa cour pleine tous les soirs. Monsieur le président de Bonfons était le héros de ce petit cercle, où son esprit, sa personne, son instruction, son amabilité sans cesse étaient vantés. L'un faisait observer que, depuis 7 ans, il avait beaucoup augmenté sa fortune, que Bonfons valait au moins 10 000 francs de rente et se trouvait enclavé, comme tous les biens des Cruchot, dans les vastes domaines de l'héritière. Savez-vous, mademoiselle, disait un habitué, que les Cruchot ont à eux 40 000 livres de rente, et leurs économies, reprenait une vieille Cruchotine, mademoiselle de Gribeaucourt. Un monsieur de Paris est venu dernièrement offrir à monsieur Cruchot 200 000 francs de son étude. Il doit la vendre s'il peut être nommé juge de paix. Il veut succéder à monsieur de Bonfons dans la présidence du tribunal et prend ses précautions, répondit madame d'Orsonval, car monsieur le président deviendra conseiller, puis président de la cour. Il a trop de moyens pour ne pas y arriver. Oui, c'est un homme bien distingué, disait un autre. Ne trouvez-vous pas, mademoiselle? Monsieur le président avait tâché de se mettre en harmonie avec le rôle qu'il voulait jouer. Malgré ses 40 ans, malgré sa figure brune et rébarbative, flétrie comme le sont presque tous les physionomies judiciaires, il se mettait en jeune homme, badinant avec un jonc, ne prenait point de tabac chez mademoiselle de Froidfond, y arrivait toujours en cravate blanche et en chemise, dont le jabot accroupli lui donnait un air de famille avec les individus du genre d'un nom. Il parlait familièrement à la belle héritière et lui disait « Notre chère Eugénie ». Enfin, hormis le nombre des personnages, en remplaçant le loto par le whist et en supprimant les figures de monsieur et de madame Grandet, la scène par laquelle commence cette histoire était à peu près la même que par le passé. La meute poursuivait toujours Eugénie et ses millions, mais la meute, plus nombreuse, aboyait mieux et cernait sa proie avec ensemble. Si Charles fut arrivé du fond des Indes, il eut donc retrouvé les mêmes personnages et les mêmes intérêts. Madame des Grassins, pour laquelle Eugénie était parfaite de grâce et de bonté, persistait à tourmenter les Cruchot. Mais alors, comme autrefois, la figure d'Eugénie eut dominé le tableau, comme autrefois. Charles eût encore été là le souverain. Cependant, il y avait un progrès. Le bouquet, présenté jadis à Eugénie au jour de sa fête par le président, était devenu périodique. Tous les soirs, il apportait à la riche héritière un gros et magnifique bouquet que madame Cornoiller mettait ostensiblement dans un bocal et jetait secrètement dans un coin de la cour, aussitôt les visiteurs partis. Au commencement du printemps, madame des Grassins essaya de troubler le bonheur des Cruchotins en parlant à Eugénie du marquis de Froidfond, dont la maison ruinée pouvait
titre de marquise et prenait le sourire de dédain d'Eugénie pour une approbation. Elle allait disant que le mariage de monsieur le président Cruchot n'était pas aussi avancé qu'on le croyait. Quoique monsieur de Froidfond ait 50 ans, disait-elle, il ne paraît pas plus âgé que ne l'est monsieur Cruchot. Il est veuf. Il a des enfants, c'est vrai, mais il est marquis. Il sera pair de France, et par le temps qui court, vous trouvez donc des mariages de cet acabit. Je sais de science certaine que le père Grandet, en réunissant tous ses biens à la terre de Froidfond, avait l'intention de s'enter sur les Froidfond. Il me l'a souvent dit. Il était malin, le bonhomme. Comment Nanon, dit un soir Eugénie en se couchant, il ne m'écrira pas une fois en 7 ans. Pendant que ces choses se passaient à Saumur, Charles faisait fortune aux Indes. Sa pacotille s'était d'abord très bien vendue. Il avait réalisé promptement une somme de 6 000 $. Le baptême de la ligne lui fit perdre beaucoup de préjugés. Il s'aperçut que le meilleur moyen d'arriver à la fortune était, dans les régions intertropicales, aussi bien qu'en Europe, d'acheter et de vendre des hommes. Oh! Il vint donc sur les côtes d'Afrique et fit la traite des nègres, en joignant à son commerce d'hommes celui de marchandises les plus avantageuses à échanger sur les divers marchés où l'amenaient ses intérêts. Il porta dans les affaires une activité qui ne lui laissait aucun moment de libre. Il était dominé par l'idée de reparaître à Paris dans l'éclat de haute fortune et de ressaisir une position plus brillante encore que celle où il était tombé. À force de rouler à travers les hommes et les pays, d'en observer les coutumes contraires, ses idées se modifièrent et il devint sceptique. Il ne plus de notion fixe sur le juste et l'injuste, en voyant taxer de crimes dans un pays ce qui était vertu dans un autre. Au contact perpétuel des intérêts, son cœur se refroidit, se contracta, se dessécha. Le sang des Grandet ne faillit point à sa destinée. Charles devint dur, âpre à la curée. Il vendit des Chinois, des nègres, des nids d'hirondelles, des enfants, des artistes. Il fit l'usure en grand. L'habitude de frauder les droits de douane le rendit moins scrupuleux sur les droits de l'homme. Il allait alors à Saint-Thomas, acheter à vil prix les marchandises volées par les pirates et les portait sur les places où elles manquaient. Si la noble et pure figure d'Eugénie l'accompagna dans son premier voyage, comme cette image de vierge que mettent sur leur vaisseau les marins espagnols, et il s'attribua ses premiers succès à la magique influence des vœux et des prières de cette douce fille. Plus tard, j'ai pas envie de lire ces mots-là, désolé, ces orgies de toutes les couleurs et les aventures qu'il eut en divers pays effacèrent complètement le souvenir de sa cousine de Saumur, de la maison, du banc, du baiser pris dans le couloir. Il se souvenait seulement du petit jardin encadré de vieux murs, parce que là sa destinée hasardeuse avait commencé. Mais il reniait sa famille. Son oncle était un vieux chien qui lui avait filouté ses bijoux. Eugénie n'occupait ni son cœur ni ses pensées. Elle occupait une place dans ses affaires comme créancière d'une somme
audacieux, avide, en homme qui, résolu de faire fortune, qui buscule que vice, se dépêche d'en finir avec l'infamie pour rester honnête homme pendant le restant de ses jours. Avec ce système, sa fortune fut rapide et brillante. En 1827, donc, il revenait à Bordeaux, sur le Marie-Caroline, jolie brique appartenant à une maison de commerce royaliste. Il possédait 19 000 francs en 3 tonneaux de poudre d'or bien cerclés, desquels il comptait tirer 7 ou 8% en les monnayant à Paris. Sur ce brick se trouvait également un gentilhomme ordinaire de la chambre de Sa Majesté le roi Charles X, Monsieur d'Aubrion, bon vieillard qui avait fait la folie d'épouser une femme à la mode et dont la fortune était aux îles. Pour réparer les brocalités de Madame d'Aubrion, il était allé réaliser ses propriétés. Monsieur et Madame d'Aubrion, de la maison d'Aubrion de Bouche, dont le dernier capital mourut avant 1789, réduit à une vingtaine de 1000 livres de rente, avait une fille assez laide que la mère voulait marier sans dot, sa fortune lui suffisant à peine pour vivre à Paris. C'était une entreprise dont le succès eût été problématique à tous les gens du monde, malgré l'habileté qu'ils prêtent aux femmes à la mode. Ainsi, Madame d'Aubrion elle-même désespérait-elle presque en voyant sa vie, d'en embarrasser qui que ce fût, fût-ce même un homme ivre de noblesse. Mademoiselle d'Aubrion était une demoiselle longue comme l'insecte, son homonyme, maigre, fluette, à bouche dédaigneuse, sur laquelle descendait un nez trop long, gros au bout, flavescent à l'état normal, mais complètement rouge après les repas. Espèce de phénomène végétal plus désagréable, au milieu d'un visage pâle et ennuyé que dans tout autre. Enfin, elle était telle que pouvait la désirer une mère de 38 ans qui, belle encore, avait encore des prétentions. Mais, pour contrebalancer de tels désavantages, la marquise d'Aubrion avait donné à sa fille un air très distingué, l'avait soumise à une hygiène qui maintenait provisoirement le nez à un ton de chair raisonnable, lui avait appris l'art de se mettre avec vous, l'avait doté de jolies manières, lui avait enseigné ces regards mélancoliques qui intéressent un homme et lui font croire qu'il va rencontrer l'ange si vainement cherché. Elle lui avait montré la manœuvre du pied pour l'avancer à propos et en faire admirer la petitesse, au moment où le nez avait l'impertinence de rougir. Enfin, elle avait tiré de sa vie un parti très satisfaisant. Au moyen de manches larges, de corsages menteurs, de robes bouffantes et soigneusement garnies, d'un corset à haute pression, elle avait obtenu des produits féminins si curieux que, pour l'instruction des mères, elle aurait dû les déposer dans un musée. Charles se lia beaucoup avec Madame d'Aubrion, qui voulait précisément se lier avec lui. Plusieurs personnes prétendent même que, pendant la traversée, la belle Madame d'Aubrion ne négligea aucun moyen de capturer un gendre si riche. En débarquant à Bordeaux au mois de juin 1827, Monsieur, Madame, Mademoiselle d'Aubrion et Charles logèrent ensemble dans le même hôtel et partirent ensemble pour Paris. L'hôtel d'Aubrion était criblé d'hypothèques. Charles devait le libérer.
déjà parlé du bonheur qu'elle aurait de céder son rez-de-chaussée à son gendre et à sa fille. Ne partageant pas les préjugés de M. d'Aubrion sur la noblesse, elle avait promis à Charles Grandet d'obtenir du bon Charles X une ordonnance royale qui l'autoriserait, lui Grandet, à porter le nom d'Aubrion, à en prendre les armes et à succéder, moyennant la constitution d'un majorat de 36 000 livres de rente, à Aubrion dans le titre de captal de Bouche et de marquis d'Aubrion. En réunissant leurs fortunes, vivant en bonne intelligence et moyennant des sinécures, on pourrait réunir 100 et quelques mille livres de rente à l'hôtel d'Aubrion. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour cette lecture. J'espère que j'ai pu vous relaxer avec. Je vous retrouve le mois prochain pour la suite de cette histoire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez me retrouver quasiment tous les jours sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire pour avoir d'autres types de vidéos.